Chers parents du Gala de l'Excellence édition 2025, comme vous le savez, le Gala de l'Excellence vient répondre à une préoccupation majeure dans le système éducatif dans lequel nous sommes. Et je viens nous rappeler que prendre soin de la relation avec son enfant est essentiel dans le quotidien. Oui, pas seulement cela, mais également quand il s'agit des résultats scolaires. Cette réussite scolaire dont nous parlons est un défi pour de nombreux enfants, mais pour le parent reste véritablement une préoccupation. Préoccupation qui trouve sa solution dans la communication permanente avec l'école de formation de notre enfant. Parfois, la mauvaise communication débouche sur des conflits. Il faut donc trouver un moyen simple pour recadrer les choses et permettre d'une part que l'éducation de l'enfant aille plus vite à travers les résultats. Les facteurs de la réussite sont divers et nombreux. Le premier point pour réussir est d'apprendre avec plaisir, ce que nos enfants doivent savoir. Et le CSPE a choisi donc ce creuset de Gala de l'Excellence pour pallier à d'énormes difficultés liées non seulement à la mauvaise communication, mais aussi à la démission des parents ou leur choix délibéré de faire usage du châtiment corporel ou de forcer l'école à faire usage du châtiment corporel en permanence. Le Gala de l'Excellence, pour ma part également, c'est faire comprendre aux parents que le rôle de chacun de ce système est important. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis dans cette salle pour répondre à cette préoccupation. Le coach Ama Pognon a été invité pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. Mieux comprendre les attentes de chacun du système scolaire et mettre en place un système bienveillant basé sur l'écoute, c'est notre devise. D'où donc la nécessité de clarifier les points d'ombre en présence des différents acteurs. Le coach Pognon répondra tout à l'heure aux préoccupations des partenaires parents présents au Gala de l'Excellence et je vous en prie, vous avez désormais la possibilité d'exposer les difficultés que vous rencontrez face à l'éducation de nos enfants. D'avoir un regard bienveillant sur les enfants, de leur faire de câlins. Moi, quand moi j'étais enfant, c'est à la télé, on regardait, on voyait les Blancs faire des câlins à leurs enfants. Est-ce que cela veut dire que l'éducation des Blancs est la bonne, est la meilleure, et que nos parents ont raté notre éducation à nous? Parce que bon, nous en notre temps, aucun parent n'a le temps de venir vers toi, te faire un câlin, te dire je t'aime, je ne t'aime pas, on te paye la scolarité, tu vas à l'école, tu donnes les résultats, c'est tout. Mais aujourd'hui, nous mettons vraiment, on est vraiment investi dans l'éducation des enfants, mais malgré ça, nous avons peu de résultats. Mais nous, on n'avait rien, mais on a eu des résultats. Mais avec les enfants, nous nous mettons assez, et nous avons moins de résultats. J'étais venu avec cette question-là dans ma tête. C'est le constat que moi j'ai fait, en tout cas à mon niveau. Merci beaucoup. En fait, d'abord, il y a l'intention dans laquelle on a fait le câlin. On n'a pas étudié l'intention dans laquelle eux, ils font ça là-bas pour savoir si c'est pour eux là qu'on a compris. Mais rappelez-vous qu'au temps de nos parents, aujourd'hui les belles filles ont envoyé tous les grands-mères et tous les grands-pères. Vous savez que de nos temps, il y avait les grands-parents à la maison. Donc quand le papa dit imbécile, la grand-mère dit viens mon chéri. Quand la maman dit fous ton camp, le grand-père dit viens mon chéri. Donc les grands-parents étaient à côté pour compenser ce manque d'affection que les parents pouvaient ne pas, en tout cas ce manque d'affection qu'on subit auprès des parents. Donc il y avait ça. D'une manière ou d'une autre, il y avait dans le cercle familial ceux qui apportaient aux enfants le complément nécessaire. Je donne par exemple, je suis venu avec mon épouse. Un jour, j'étais avec elle et on a rencontré le prêtre de son église. Et elle me présente comme le diable. Parce qu'à l'époque, je n'allais pas à l'église, effectivement. Elle me présente comme le diable. Mais le père a dit tout de suite, quand le diable rencontre Dieu, il y a réconciliation. Vous voyez un peu? Alors qu'on a tendance à condamner, lui, il a compris tout de suite que c'est l'occasion pour lui d'attirer la personne. Donc, il y avait les grands-parents qui jouaient ce rôle à côté des parents. Aujourd'hui, on a dit que tous les grands-mères, tous les grands-pères sont des sorciers, on les a renvoyés au village. Donc, on n'a plus cette personne, quand papa est sorti, maman est sortie, il n'y a plus quelqu'un à la maison pour éduquer les enfants. C'est ça qu'il faut compenser, pas au moins ce que je fais le matin et ce que je fais le soir. Maintenant, on met beaucoup de moyens. Oui, parfois, la solution est simple, mais on met beaucoup de choses. Il y a un riche, par exemple, qui a amené son enfant dans un endroit où les gens sont pauvres. Et il était convaincu que l'enfant va lui dire, papa, vraiment merci parce que toi, tu es riche et on a tout. Mais il revient à la maison, le papa demande à l'enfant, qu'est-ce que tu as remarqué? Il dit, ah papa, j'ai remarqué que nous, on a une petite piscine, mais eux, ils ont tout un fleuve. J'ai remarqué que nous, on a une clôture pour nous protéger, mais eux, ils ont les voisins pour les protéger. J'ai remarqué que nous, on a un seul chien, mais eux, ils ont beaucoup d'animaux.
Ah, vraiment, merci de m'avoir permis de connaître la richesse. Donc, pour l'enfance, la richesse est là-bas. Bon, le papa était fâché. Parce que lui dit, avec tout ce que je mets à sa disposition, au lieu de me remercier pour cela, il me remercie pour l'avoir fait vivre ce que le papa appelle la pauvreté. Donc c'est très important. Vous voyez, quand vous avez votre enfant qui ne travaille pas à l'école, amenez-le là où vous habitez dans le temps. Et commencez par marcher avec lui en direction de votre école. À un moment donné, il va dire, papa, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah. On n'a pas fait la moitié de ce que moi je faisais matin, midi, 15h et soir. Ah bon? Tu faisais tout ça? Oui, mon fils, je faisais tout ça. Et malgré ça, j'ai eu les moyens de te donner tout ce que tu as aujourd'hui. Alors fais-moi plaisir. Ça touche les enfants. Donc c'est notre méthode d'éducation qui pose problème. L'autre chose, c'est quoi? Vous allez constater que les enfants premiers en classe, ont des difficultés après dans la vie adulte. Parce qu'ils nous ont écoutés et ils ont tout mis dans le cahier. Résultat, ils ne regardent jamais ailleurs. C'est cahier. Si vous êtes sur un terrain de football avec un enfant comme ça, dès que la balle va à la touche, il commence l'exercice de match sur le terrain. Donc, l'enfant n'a pas diversifié les choses. Or, vous avez les enfants intelligents là, quand ils arrivent en classe, surtout quand le maître n'a pas fait la part des choses, l'enseignant ne lui a pas expliqué que ceci peut ne pas être important, mais on a besoin de ça pour être respecté dans la société. Parce que si vous ne faites pas la part des choses et vous lui dites que c'est ça là seulement qui permet de réussir, il regarde la vie de l'enseignant. Et il regarde la vie de son père qui n'a pas été à l'école. Donc il ne comprend pas qu'on puisse lui dire qu'il doit aller à l'école pour réussir, alors que son père qui a réussi n'a pas été à l'école, et le maître qui est devant lui, il voit sa vie. Il voit comment il souffre. Donc il faut faire la part des choses aux enfants. On a besoin de l'école, c'est ce que j'ai compris très tôt et qui a fait que je n'ai pas négligé l'école. On a besoin de l'école pour être respecté dans la vie. On a besoin de l'école pour être considéré dans la vie. Mais on a besoin aussi d'apprendre la vie en général. Et c'est pourquoi je dis aux enfants et aux parents, quand les enfants ont des jours de repos, des congés, des vacances, amenez-les sur votre lieu de travail. Amenez-les là où vous travaillez. L'enfant vous voit à l'œuvre. Il voit l'effort, il voit le professionnalisme en même temps. Mais si nous laissons les enfants qu'à l'école, ils n'apprennent pas la vie. Et après, avec les diplômes, ils ne savent pas quoi faire avec ces diplômes-là. Donc oui, nous changeons les choses ce soir et les enfants vont réussir, non seulement à l'école, mais ils vont réussir dans la vie, ils vont réussir partout. D'abord, est-ce que je peux fixer des objectifs à mes enfants, de façon à ce qu'ils puissent se challenger sur ces objectifs-là? La deuxième question, elle est toute simple. Je ne sais pas si tous les parents ont vu cette situation. Moi, pour ma part, il m'arrive à un moment donné de constater certaines de mes attitudes, de mes habitudes d'enfance à travers mes enfants. Et je dois dire, mon épouse est ici présente, parfois certaines attitudes agacent l'épouse, mais je dis simplement, je faisais aussi comme ça quand j'étais enfant. Donc, je ne vais pas mettre autant la pression comme toi tu le souhaiterais, parce que de toutes les façons, j'avais fait comme lui, comme il le fait, et je suis devenu ce que je suis. Donc, du coup, je ne vois pas vraiment l'intérêt de lui mettre cette pression. Mais je sais que demain, ça va aller mieux. Aussi simple. C'est juste les deux questions. Est-ce que tu fais? La première question, c'est oui pour les objectifs, mais graduels. Si vous dites à un enfant qui a 10 de moyenne d'avoir 16, l'enfant ne bougera pas. Mais si vous dites à un enfant qui a 10 d'avoir 11, l'enfant en voulant avoir 11 peut avoir même 16. Mais au moins il va croire en l'objectif. C'est comme les hommes de Dieu demandent aux gens et à demander quelque chose à Dieu, on va prier pour vous. Tu n'as pas 1000 francs en tête, tu dis je vais être milliardaire dans 2 mois. La prière là même, c'est-à-dire ta foi ne peut pas soulever ça. Vous voyez un peu? Donc, des objectifs graduels que nous-mêmes, on croit que c'est possible et on peut travailler à ça. Donc, si vous dites à un enfant qui a 10, même un enfant qui a 7, vous lui dites, faites tout pour avoir 8 ans. Au moins, l'enfant voit que c'est faisable et va faire un effort qui peut l'amener à 12. Donc, c'est important. Objectif, mais objectif graduel.
ne faut pas lui mettre quelque chose que lui-même il sait que ce n'est pas possible. Donc il ne va même pas faire d'effort. C'est comme un enfant à qui le papa a dit, il était 57e d'habitude. Le papa lui a dit de travailler. Il dit non, que lui, le maître a dit qu'il n'est pas intelligent. Donc à quoi ça sert de faire des efforts? Donc le papa dit non, tu sais que moi je suis inspecteur. C'est moi j'évalue les enseignants. Donc ton enseignant là, il n'est pas bon. Moi, inspecteur, il te dit il n'est pas bon. Tu es intelligent. L'enfant il a fait des efforts. Il est passé de 57e à 6e. Son papa l'applaudit. Et lui dit maintenant, il faut que tu sois premier. Il dit non, premier là c'est un génie. Et le papa dit bon, quand il t'a dit que tu es intelligent, tu as vu que tu es intelligent. Il dit oui. Il dit maintenant il te dit que tu es un génie. Va et montre-le que tu es un génie. Il dit papa, tu es sûr que je suis un génie? Faut pas dire ça, je vais aller là-bas, tenter d'être premier à avoir la honte. Faut pas dire non, tu es un génie. Il a fait l'effort, il a réussi finalement à être le premier de la classe. Donc objectif graduel. Deuxième chose, oui. Même ce que tu ne retrouves pas que tu as fait, il est important que nous comprenions que la réussite n'est pas une ligne droite. Il y aura des erreurs sur le chemin. Et c'est justement quand l'enfant fait d'erreurs qu'il faut lui dire, malgré ça, je t'aime, j'ai confiance en toi et je suis fier de toi. Donc ça amène l'enfant à se dire, attention, si mes parents m'aiment, je ne peux pas faire ça. Si mes parents m'aiment, je ne peux pas répéter ça. Donc, les sanctions, les menaces, ça peut venir quand vous en avez assez exceptionnellement. Vous savez, il y a un commissaire de police qui a l'habitude de dire à son enfant, si tu m'énerves, je vais te frapper jusqu'à la mort. L'enfant prenait au sens propre. Un jour, il dit, là, tu m'as énervé. L'enfant dit, donc, il va me frapper aujourd'hui jusqu'à la mort. Quelques minutes après, il dit à l'enfant, habille-toi, on va sortir. Il amène l'enfant au restaurant, l'enfant ne mange pas. Parce qu'elle dit, dernier repas avant la mort. Le papa l'amène au supermarché. Choisis-moi des bonbons, des choses. Il dit, il va être en train de manger des bonbons quand on serait en train de frapper son enfant jusqu'à la mort. Et c'est l'enfant même qui va choisir le bonbon. Comment un papa fait ça? Il a choisi les trucs amers. Il a amené. Ils arrivent maintenant, le commissaire était à la retraite. Donc il a voulu voir son ami commissaire central. Ils sont allés au commissariat central. Il dit donc c'est ici, on va me frapper jusqu'à la mort. Le commissaire dit, ma fille, viens, ma chérie. L'a embrassé, lui a donné de l'argent. Et dit, si vous pouvez garder votre argent et ne pas me frapper. Intérieurement, et ne pas me frapper jusqu'à la mort, c'est mieux. Finalement, le papa dit, on va partir. Il dit, voilà, comme il a vu que ce commissaire même là, il va aller chercher un commissaire qui va me frapper. Et après, ils arrivent à la maison, le papa dit, ma fille, je t'ai amené pour t'offrir ce repas, pour t'offrir ces bonbons et autres, pour te montrer que je t'aime. Quand tu fais de mauvaises choses, ça me fait mal. Alors, sache que je t'aime, j'ai confiance en toi et je suis fier de toi. Et elle s'est mise à pleurer. Elle dit, papa, je ne savais pas que tu m'aimes, c'est pourquoi je faisais des bêtises. Et concernant papa qui a fait les mêmes erreurs que l'enfant là, un jour, une dame rentre à la maison et voit son papa en train de frapper son enfant. Et ils sont mariés en train de frapper leur enfant. Il dit, ah, papa, pourquoi tu le frappes autant? Il dit, regarde, il m'a amené son bulletin. J'ai 3 de moyenne en maths. Hein? L'enfant de moi, 3 de moyenne en maths. Et la maman prend le bulletin, c'est le bulletin du papa. L'enfant a trouvé le bulletin de papa, était en train de lire, papa est arrivé à la maison, a vu le bulletin, n'a pas demandé. Avant de poser ma question, je voudrais saluer Madame la directrice, saluer les coachs, les pères qui sont là, et nous tous, et remercier mon frère et ami René Abidi, qui est l'initiateur de cet événement. Donc j'ai suivi avec attention le coach Poyon, et j'ai retenu dans tout son développement que pour que l'apprenant puisse réussir, il faut la prière. Ensuite, la confiance en soi et la confiance des parents aussi qui l'accompagnent. Alors, ma question est celle-ci. Je voudrais qu'on mette un peu l'orientation de l'enfant au cœur de cette réussite. Est-ce un enfant qui a été bien orienté, malgré les câlins, le regard, est-ce qu'il peut réussir? Qui a été mal orienté? Puisqu'on sait que tous les enfants n'ont pas les mêmes potentialités, n'ont pas les mêmes capacités. Est-ce qu'ils se retrouvaient entre temps
dans un milieu qui n'est pas le sien, est-ce que malgré tous les talents, il peut réussir? Merci. Je vais répondre catégoriquement oui, et je vais vous donner un exemple. Voilà une dame qui, jusqu'en première, sa bête noire, c'était l'anglais. En première, son prof d'anglais lui dit ceci. Ma fille, je regarde ton potentiel et je trouve que tu as tout pour être la meilleure en anglais de cet établissement. Alors je ne comprends pas pourquoi tu ne travailles pas en anglais. Aujourd'hui, elle est professeure d'anglais. En classe de 3e, je n'ai jamais, et la preuve, après j'ai laissé encore, je ne pouvais jamais imaginer que histoire et géo pouvait être moi ma matière principale. Parce que histoire et géo suppose apprendre beaucoup de leçons. Mais en classe de 3e, j'avais un professeur d'histoire et géo qui m'a appelé, qui m'a dit Patrick, je veux être le meilleur professeur d'histoire et géo de cet établissement. Mais pour ça, il faut qu'un de mes élèves soit le meilleur en histoire et géo de cet établissement. Et c'est toi que j'ai choisi. Immédiatement, j'ai dit à mes amis, les sorties, les ceci, vous allez bien vouloir me dispenser de ça. Parce que moi, maintenant, je dois honorer cette confiance que le professeur a mis en moi. Je vais vous donner le cas de mathématiques. Voilà une fille, sa bête noire, c'est mathématiques. Mais elle doit passer le BPC avant d'aller choisir autre série. Et son père me raconte l'histoire. Je vais chez eux à la maison et je demande à la fille, qu'est-ce que tu rêves d'être demain? Elle dit, je vais être hôtesse de l'air, mon papa ne veut pas. J'ai dit, non, laisse, pour ton papa, je gère. Mais est-ce que tu travailles au moins en mathématiques? Elle dit, ah, ça là, c'est ça, hôtesse là, et concours en mathématiques. Si tu ne travailles pas en mathématiques, c'est même pas papa, c'est bloqué d'office. Cet enfant a commencé par travailler en mathématiques. Donc la motivation change tout. Et surtout cette affaire d'orientation, prenez toutes les personnalités qui ont dirigé ce pays. Ce n'est pas dans le domaine qu'ils ont étudié, qu'ils ont exercé. Vous faites le tour du monde, ce n'est pas dans le domaine où les gens ont étudié qu'ils ont exercé. Parfois, ils finissent sociologues et vous les voyez dans l'économie. Parfois, ils finissent économes, mais vous les voyez dans le sport, dans autre chose. Parce que là où je vais, la filière que je fais là, n'a rien à voir avec nécessairement une orientation. Ce que nous faisons en orientation souvent, c'est qu'on se dit, bon, comme l'enfant, et surtout même regardez la manière dont on choisit les séries. Moi, en classe de 3e, j'avais doublé, je voulais reprendre. J'ai demandé à mon papa, je vais aller en seconde, il dit, tu vas reprendre. J'ai dit, ok, je vais te montrer que ce n'est pas erreur que j'ai redoublé. Donc, je voulais travailler. Maintenant, j'avais 19 de moyenne en mathématiques. Mais j'étais le premier en sciences physiques avec 7 de moyenne. Et le professeur a fait plus 6 de moyenne à toute la classe. Donc, je me suis retrouvé avec 13 de moyenne en physique, 19 en mathématiques. Vous voyez, on a dit d'office série C. Heureusement que moi, j'étais en avance, j'avais une certaine maturité. J'ai déjà pris les cahiers de seconde C, là. J'ai vu les ions en l'air là-bas, tout ça, là. J'ai dit au directeur, voilà, franchement, affaire des séries C, là, il faut laisser. Je dis, je peux faire, mais je ne veux pas faire l'effort que j'ai fait en 3e, là. Je ne veux pas faire le même effort en seconde. Donc, pour ça, là, il faut laisser affaire de série C. Le directeur ne voulait pas m'écouter. Alors, j'ai dit à mon papa qu'il allait me payer seconde G2. Et c'est comme ça que j'ai fait seconde G2. Vous prenez Coralie, elle n'a jamais voulu G2 parce qu'elle ne voulait pas, et comment on appelle, elle ne travaillait pas en comptabilité et autres, donc en maths et autres. Donc, elle ne voulait pas G2. Alors, on a opté pour G3. Mais dans son établissement, c'était un tronc commun, G1, G2, G3 jusqu'en terminale. Maintenant, en terminale, son établissement n'a pas terminale G3. Donc, elle doit quitter. Or, elle ne voulait pas quitter ses camarades. Donc, elle dit, si tu me laisses travailler, je vais travailler en comptabilité. Je vais aller en G2 maintenant. Et elle a réussi à avoir son bac, elle était 2e de sa classe. Donc, c'est important que nous comprenons que mal orienté ou bien orienté, la plupart d'entre nous, on a été mal orientés. La plupart d'entre nous, on a été mal orientés. Si vous demandez à plusieurs personnes ici, ils vont vous dire, je me suis retrouvé dedans, c'est après j'ai compris que ce n'est pas ça. Mais ça n'empêche qu'on réussisse. Donc, vous voyez par exemple, le président Patrice Talon, lui, voulait être pilote. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il dit Dieu merci pour avoir échoué au concours. Parce que pilote ne peut pas avoir les moyens qu'il a aujourd'hui. Pilote n'aurait jamais rêvé d'être président du Bénin.
Vous voyez, plusieurs vous cherchez, il y a aucun pilote qui est devenu président quelque part. Donc c'est pour dire, orientation oui, mais quand, chers enfants, même si on s'est trompé d'orientation, allez-y vite, terminez ça, et vous pouvez encore faire autre chose. Parce que plus jeune vous avez vos diplômes, vous avez énormément de possibilités de faire d'autres formations. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un diplôme, travailler, et dans le travail maintenant, continuer encore d'autres formations pour vous réorienter. Je connais par exemple une dame, son père aime tellement que ses enfants soient médecins. Elle est venue au Bénin, elle a terminé le cycle, elle est devenue docteur en médecine, et après elle est allée donner le diplôme à son père, et elle a fait maintenant ce qu'elle veut. Le diplôme est dans le salon du papa là-bas, mais elle a fait maintenant ce qu'elle veut. Donc, même mal orienté, dites-vous que si quelqu'un a réussi dans cette matière, si quelqu'un a réussi dans cette série, vous aussi vous pouvez réussir, et vous terminez le cycle, et vous pouvez maintenant vous réorienter vers autre chose. Nous savons tous ici que parfois le tissu parental est très débridé en famille, c'est-à-dire la relation d'attache, je veux dire le lien d'attachement parent-enfant est souvent très vertical et les parents ont souvent du mal à exprimer leur amour, leur sentiment, bien qu'ils aient la volonté de le faire. Ils n'ont pas ce courage parce qu'ils n'ont pas habitué les enfants, ou bien les enfants n'ont pas été habitués. À vous écouter, tous les parents qui sont ici, peut-être à mon égard, ils ont l'envie, ou bien nous avons l'envie d'appliquer ce que vous avez eu à dire. Parce que c'est redorer peut-être en les parents la confiance pour dire que les enfants sont vraiment le signe de leur réussite. Alors, moi personnellement, je voudrais savoir quels sont les éléments clés qui peuvent nous permettre de redorer en fait cette confiance, de redonner cette confiance aux enfants pour leur dire avec beaucoup d'amour et sincérité que nous les aimons et qu'ils sont capables de tout. Ma femme, par exemple, il arrive que les enfants veulent lui faire câlin, elle dit, moi, j'aime pas trop ça. Et les enfants disent, on va le faire pourtant. On est ensemble. Donc, c'est pourquoi j'aime prévenir les enfants qui doivent réclamer, qui doivent se battre pour ça, qui doivent exiger parfois ça. Donc, c'est important. Et sachez que c'est un élément important, la motivation donnée aux enfants. J'ai été dans un établissement où j'ai fait un coaching des enfants. Et je leur ai dit, arriver à la maison, de dire à leurs parents, de demander à leurs parents qu'est-ce qu'ils vont leur donner s'ils améliorent leur note à l'école. Alors cet enfant arrivé à la maison, il demande à sa maman, maman, qu'est-ce que tu vas faire pour moi si je suis premier? En fait, la maman ne croyait pas qu'il peut être premier. Donc la maman a dit tout ce que tu veux. Vous voyez, il a une motivation. Vous ne pouvez pas comprendre le pouvoir de la motivation. L'enfant est devenu premier de sa classe. Maintenant, il arrive à la maison, la maman se met à danser. Mon enfant est premier, il dit non, c'est pas ça. Hein. Tu as dit tout ce que je veux. Je veux une moto. Maintenant, la maman appelle le directeur. Mon enfant a 10 ans. Comment je vais lui dire? Le directeur dit, il fallait penser à ça avant de dire. Donc, vous voyez, quand un enfant est motivé, ce qu'il est capable de faire. Donc, quand vous pensez au résultat, vous trouverez l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire. Alors, allons-y plein gaz. Et je vous promets. Je vais vous donner un exemple d'école. Il y a une dame qui a été affectée dans un établissement. Et à côté de sa classe, il y avait du bruit. Donc, elle est allée là-bas et dit, mais chers élèves, calmez-vous. Je fais quoi à côté? Donc, les enfants lui disent, non, il ne faut pas perdre du temps pour nous. Nous, on est les attardés. Et il y a un enseignant qui vient effectivement, qui dit, il ne faut pas perdre du temps. C'est les attardés. C'est les enfants de bidonville. Et la dame dit aux enfants, mais comment vous pouvez accepter qu'on vous appelle comme ça? Et vous-même, vous vous appelez comme ça? Elle dit, je vais vous raconter mon cas. Elle dit, j'étais né avec un handicap. Et donc, on m'appelait attardé. J'ai refusé ça. Et je me suis battu. Et voilà que je suis aujourd'hui enseignante. Alors, je veux vous aider à montrer à tous ceux qui vous appellent attardés qui se trompent. Et la dame les a encadrés. Après, elle est affectée ailleurs. Quelques années après, on l'a affectée maintenant dans l'école des enfants des hautes personnalités.
et elle constate que 2 des soi-disant attardés ont leurs enfants dans l'école des hautes personnalités. Alors oui, si les parents commencent aujourd'hui, on va y arriver. Il n'est pas trop tard pour commencer. Et surtout, sachez que ces aptitudes sont en nous. C'est ancré en nous. C'est parce qu'on n'a pas cultivé ça, mais c'est ancré en nous. À force de commencer par le faire, on va réveiller ça et ce serait facile et ce serait aisé. Nos parents qui sont ici n'aiment pas que les enfants aillent jouer. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire, si vous pouvez parler à ces parents, parce qu'il y a des talents, il y a des talents parmi ces enfants-là, qui, par le sport, peuvent gagner leur vie. Mais aujourd'hui, c'est relégué au dernier rang. Donc, je voudrais que... Et après, quand l'enfant réussit, il veut devenir eux-mêmes les managers. Oui, mais il y a même un élève, son papa lui a promis de belles choses s'il réussissait, s'il arrive à être premier. Le petit, il s'est efforcé, il est premier. Il court, il arrive, il jette le bulletin sur son père. Il dit, ma premier. Le père dit, pas premier, va jouer au ballon. Pourtant, c'était une promesse. Donc, ce jour-là, il sait que l'enfant peut réussir à travers donc, le ballon. Mes chers parents, je voudrais simplement vous dire que même au Bénin aujourd'hui, un footballeur gagne plus que quelqu'un qui a un master. Même au Bénin, sur les exigences du président Patrice Talon, le salaire d'un joueur béninois est minimum 200 000 francs CFA par an. Au Bénin déjà. On n'est pas encore allé à l'extérieur. Rien qu'au Bénin. Donc c'est important que vous compreniez qu'on n'est plus de cette époque-là. Moi par exemple, j'étais bon footballeur. Et mon papa était l'un des responsables fondateurs des Dragons de l'Ouémé. Et son club lui a parlé de moi pour venir jouer. Mais à l'époque, quand il choisissait le football, c'était au détriment de l'école. Et moi, j'ai refusé le football pour l'école. Aujourd'hui, on peut réussir dans les deux. On peut réussir dans les deux aujourd'hui. Vous avez vu les enfants qui sont allés en Côte d'Ivoire pour aller jouer, qui ont gagné la compétition pour le Bénin. Leur vie ne sera plus jamais la même. Car ces enfants, à leur âge, ils ont eu l'occasion de prendre avion. Ils ont eu l'occasion de voyager avec le ministre. Ils ont eu l'occasion au retour de dîner à l'hôtel Novotel avec le ministre. Ouais, leur vie ne sera plus jamais la même. Donc, le sport aujourd'hui, que ce soit le sport, que ce soit la culture, vous voyez aujourd'hui avec ce que le Bénin est en train de faire, nous avons eu une collaboratrice qui est, je crois, humoriste, Maman Pipi. Et le Bénin a organisé fête de l'indépendance à Parakou. Et elle est allée, elle a presté, et elle a fait, on lui donne son cachet, 1 million. Et donc, coach, il n'est pas petit, mais Bénin, on a 1 million de culture, mais nous avons échoué, ils ont mis des dons. Donc aujourd'hui, on peut réussir dans le sport et réussir les études. On peut réussir dans la culture et réussir les études. Alors je prends mes diplômes et surtout retenez ceci. Il faut avoir des métiers à côté des diplômes académiques. Il y a les diplômes académiques, il y a les diplômes métiers, il y a les diplômes qui sont des compétences personnelles, humaines et relationnelles. Si vous n'avez pas les trois, c'est difficile sur le marché de l'emploi. Parce que quand tu dis par exemple, j'ai le master 1 ou la licence ou la maîtrise en sociologie, si un chef d'entreprise, ça veut dire quoi? Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il ne sait pas. Quand tu dis j'ai fait la maîtrise en mathématiques, bon, vous allez voir, les enfants aujourd'hui font de grandes études en mathématiques, ils font MP, ils ont de grands diplômes, et c'est quand ils ont fini maintenant qu'on leur dit que le système n'a plus pour eux qu'enseignants. Or, il n'est pas allé se former pour être enseignant. Il a fait les meilleures études. Une maîtrise aujourd'hui en mathématiques dans des pays qu'on dit là, c'est orientation vers la NASA, c'est orientation vers les hautes technologies, vers la neuroscience et autres. Mais il finit, il n'a pas de débouché. Donc si au moins, avec cette maîtrise en mathématiques, il avait à côté la possibilité de jouer au football, de jouer au handball, tout ça là est professionnel aujourd'hui au Bénin, de faire du spectacle et autres, il aurait pu être en train de faire ça, le temps de trouver les moyens maintenant de continuer ses études. Donc c'est très important
que nous ne négligeons pas les heures de sport. Et aussi, quand les établissements prennent l'initiative déjà d'intégrer ça, c'est formidable. C'est formidable. Vous voyez, les enfants sont dansés là. Les Angéliques Kidjo, c'est à l'école, c'est à Bégamé. Que les Angéliques Kidjo ont commencé, les tons stade, c'est à Bégamé. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans un groupe qu'ils ont appris à chanter. C'est au collège, dans les concours, dans le temps. Donc c'est important, si le gouvernement met autant de milliards dans les classes sportives, dans les classes culturelles, c'est parce que c'est très important. Et quand vous avez la chance d'avoir des enfants qui sont identifiés comme des talents, il faut les pousser. Et aujourd'hui, il y a l'athlétisme qui rapporte beaucoup. Regardez par exemple cette dame, regardez cette dame athlète. Elle fait athlétisme jusqu'à 40, et aujourd'hui elle a 42 ans. Et elle devient le patron du comité international olympique. C'est-à-dire tout le sport mondial est dirigé par elle. Vous savez combien ils ont aujourd'hui en caisse? 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Faites-moi 7 fois 600 et quelques. Vous voyez combien elle va gérer? Ça veut dire que j'ai un budget qui fait près de 20 fois le budget du Bénin. C'est ça qu'elle va gérer. 42 ans. C'est pas le sport, hein. 42 ans. Personne n'a cité son diplôme. On a cité que le nombre de trophées olympiques qu'elle a eu à prendre. On est ensemble. Il y a des gens ici qui ont étudié. Vous voyez, Maurice Aranzogé, il a étudié, il a terminé. Il a terminé. Mais est-ce que, quand on dit Yarigo, quoi là, déjà là? Noélie Yarigo là. Est-ce que les jeunes connaissent Maurice Aranzogé aujourd'hui comme Noélie Yarigo? Quand on dit Mbappé maintenant, les jeunes savent de qui on parle. Mais l'autre là, il a étudié, il a terminé. C'est que dans son domaine là, il n'y a plus de diplôme qu'on peut prendre. Il a tout pris. Mais il n'est pas connu comme quelqu'un qui, lui, sait utiliser ses jambes, d'autres ses mains. Chacun a du talent et on ne connaît pas ses talents avant de pratiquer pour les découvrir. Maintenant, faites un deal avec les enfants. Je sais que tu aimes le football, mais si tu ne m'amènes pas une moyenne de temps, tu n'iras pas au football. Là, l'enfant, c'est qu'il doit travailler pour mériter le droit d'aller au football. Je suis d'accord. Vous pouvez faire des deals comme ça. Mais l'enfant doit pratiquer son talent, car on ne sait pas ce qui va lui donner à manger demain. Merci beaucoup. Nous espérons qu'au thème de ces réponses abordées par le coach Poyon, que chacun de nous a pris sa part de responsabilité pour un résultat assez brillant et assez probant.